Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Franz Dauter et je vais vous raconter mon histoire. Avant toute chose, je me dois de vous préciser certains éléments. Tout d'abord, cette vidéo est purement historique. Elle n'est pas politique. Donc vous ferez des insignes. Il ne faut voir que le côté militaire. Aucune politique dans mes vidéos. Je suis un soldat, je suis un militaire et non un nazi. Pas de nazisme dans mes vidéos. Par contre, vous pourrez dire de moi que je suis un Boche. Tiens, d'ailleurs, Boche, ça vient de... Tranquille, tu t'incrustes dans ma vidéo, toi? Donc Boche, c'est un petit mot gentil pour désigner les Allemands. Et ça ne date pas de la Seconde Guerre mondiale, ni même de la Grande Guerre, puisque nos chers voisins ont gagné ce petit sobriquet depuis la moitié du 19e siècle. A l'origine, tête de Boche veut dire tête de bois, qui vient de l'italien boccia ou du provençal boccio, et qui désigne une boule de bois utilisée dans un jeu de quilles. En 1883, Eugène Boutmy écrit dans son dictionnaire de l'argot et des typographies, ce terme est spécialement appliqué aux Belges et aux Allemands, parce qu'ils comprennent assez difficilement, dit-on, les explications des metteurs en page, soit à cause d'un manque de vivacité intellectuelle, soit à cause de la connaissance imparfaite qu'ils ont de la langue française. Oui, autant dire qu'on a retenu la première solution. C'est bon, je peux continuer? Je t'en prie, vas-y. Je disais donc, je ne suis pas un nazi. Je suis un militaire, je suis un soldat. Un officier, évidemment. Donc, vous pourrez dire de moi, si vous voulez, que je suis un schleu, comme vous dites. Et je peux te parler des schleux, sinon? Le schleu, c'est déjà une sonorité qui nous rappelle la douceur de la langue de Goethe. Eschlebedech. Mais en réalité, le schleu est bien éloigné des rives du Rhin, puisque son origine vient de l'autre côté de la Méditerranée. Les schleux sont en effet un peuple berbère du sud du Maroc dans les montagnes de l'Atlas. Au début du XXe siècle, les soldats français finirent par utiliser ce mot pour désigner les troupes territoriales, qu'ils considéraient comme des sauvages avec un langage incompréhensible. Et comme pendant la Seconde Guerre mondiale, cette définition correspondait bien à l'idée qu'on se faisait des Boches, des Fritz, des Allemands, il va rester associé à nos meilleurs ennemis. Meilleurs ennemis, enfin après les Anglais, hein. C'est bon Néo, tu peux continuer. Dankeschön. Je disais donc, vous pouvez dire de moi que je suis... Eh dis donc Néo, dans cette tenue t'as... les teutons qui pointent. Entschuldigung, pardon, j'ai pas capté. Teutons, tétons, tout ça... Bon, te sors maintenant, c'est une vidéo sérieuse ici. Non attends, juste pour finir. Les Teutons, c'était un peuple de l'ancienne Germanie du Nord. Et vers 120 avant JC, ils se sont lancés avec les Cimbres du Danemark dans une invasion du sud de l'Europe. Ils dévastèrent des régions entières et gagnèrent des belles batailles, jusqu'à finalement se prendre une bonne branlée en -102 par l'empereur Marius, juste à côté d'Aix-en-Provence. Depuis, le terme Teuton résonne pour désigner le peuple allemand typique. Et la connotation peut être aussi bien admirative que carrément sarcastique. Du genre, quand on utilise le mot Teutongrill ou barbecue teuton pour parler des plages du sud de l'Europe qui sont régulièrement envahies de touristes allemands venus se dorer la pilule en short chaussettes sandales. Combo! Vous êtes prêts à embarquer pour découvrir mon histoire? Alors c'est parti. Je suis né à Wiener Neustadt le 24 octobre 1917, une commune autrichienne de Basse-Autriche, située à 50 km au sud de Vienne. Mon grand rêve a intégré l'école d'officiers de Neustadt qui a produit des générations d'officiers autrichiens. Un des slogans a d'ailleurs été prononcé par l'impératrice Marie-Thérèse. Faites-moi de bons officiers et des hommes justes. Bon, reprenons la voie que vous connaissez tous. En 1937, après un an de service comme caporal dans la première division d'infanterie, mon rêve est devenu réalité et je fus transféré dans ma ville natale comme aspirant. En janvier 1939, j'ai reçu ma formation de sous-lieutenant et on m'a donné le commandement d'une section de mitrailleuses dans la 5e compagnie du 2e régiment d'infanterie. C'est à ce moment-là qu'on m'a incorporé dans la Wehrmacht après l'Anschluss.
En septembre 1939, la guerre me conduit en Pologne, où j'ai fait mes preuves sur le front de Mlawa, Tikhonov et Varsovie. C'est à cette occasion que j'ai gagné tout d'abord la croix de fer seconde classe le 21 septembre 1939, puis la croix de fer première classe le 12 octobre 1939, soit exactement 3 semaines plus tard. J'ai repris le commandement de la section du génie du régiment, constituée d'un QG de section, 6 groupes de sapeurs avec une mitrailleuse chacun, 3 wagons d'outillage et un wagon de protection des gaz. J'ai pu intervenir en France en mai et juin 1940, à Lille, Amiens, Dreux et Saumur. Les Autrichiens ont utilisé plusieurs unités d'assaut pour le déminage, la destruction d'obstacles d'infanterie et les combats contre les bunkers. Ma promotion au grade de lieutenant a lieu le 1er septembre 1940, en reconnaissance de mes nouvelles aptitudes. Au sein de mon régiment, j'étais apprécié pour mon énergie et pour mon esprit d'initiative. Fallait la motiver, la bleusaille. Je déteste l'inaction. À croire qu'il fallait que je suive tous les débuts de nouvelles opérations, je n'ai pas échappé au début de l'opération Barbarossa. On m'a donné le commandement de la 14e Panzerjäger Company, compagnie de chasseurs de chars. On nous surnommait les lourds dans mon bataillon. Dans le secteur nord, la 11e division d'infanterie traversa Schaulen, Friedrichstadt et Fortschaftstroy et participa à l'encerclement de Leningrad et ses faubourgs. C'est sur le Volkhov que j'ai vécu mon premier jour de combat rapproché. Je peux vous dire qu'ils sont pas sympas les soviets. Après les violentes batailles d'hiver, marquées par des températures difficiles, un terrain enneigé et des approvisionnements rares, ma division a repris l'offensive et a intensifié la pression sur les troupes soviétiques sur le front du lac Ladoga. Le 22 janvier 1942, j'ai reçu l'insigne de combat d'infanterie argent, attribué après avoir pris part à minimum 3 attaques d'infanterie, en plus d'avoir livré au moins un combat au corps à corps lors d'un assaut. C'est en mars 1942, alors que je commandais la 5e compagnie de Panzerjäger, que j'ai passé 5 jours de combat au corps à corps, me permettant d'être récompensé de la croix allemande or. Elle est grosse, elle est lourde, elle est vraiment pas très esthétique cette décoration. En plus, elle s'accroche de partout. Et vu la taille de la croix, ça fait cible. Mon régiment a subi de telles pertes durant le siège de Leningrad qu'on m'a donné le commandement du 1er bataillon. On a tenu nos positions et on est resté au front malgré une blessure que j'ai reçue au visage. Je l'ai pas fait trop coudre, j'avais la flemme. Un peu plus tard, j'étais promu au rang de capitaine sur recommandation du commandant du régiment. C'est durant cette période que j'ai reçu la médaille du front de l'Est, parce que j'étais blessé sur le front russe. Regardez, ça c'est une photo de moi à l'époque. Pas mal, hein? En plus, elle a bien été recolorisée. Merci à la personne qui l'a fait. Dans 3 batailles distinctes sur les rives du lac Ladoga, des divisions entières ont été décimées des 2 côtés, sans aucun gain de terrain. Blessé à nouveau en janvier 1943 avec des profondes blessures au ventre et à la main, s'ensuivit alors une jaunisse m'imposant un rétablissement à l'arrière. Après mon retour, j'ai dû passer des mois près de Leningrad. Début 1944, une nouvelle attaque soviétique est contenue. Ainsi, j'ai lancé une contre-attaque sur l'île de Pirissar, située sur le lac Pépus, la glace ayant rendu l'île accessible à pied à cause des températures extrêmes. Après un bref combat au corps à corps, la petite île nous a permis de donner une meilleure position de départ à la 11e division d'infanterie pour les prochaines campagnes. Cela m'a permis d'obtenir la croix de chevalier le 20 mars 1944. En mai, le régiment a enfin pris le temps de traiter des vieux dossiers et rapports. Du coup, j'ai pu, après 36 semaines de combat au corps à corps, recevoir simultanément les médailles bronze et argent de combat rapproché. Ah, l'administration, ils sont toujours à la bourre. Un peu plus tard, j'étais chargé de prendre la direction du régiment et j'étais dans une bataille offensive sans égale. Cela Narva, les unités des Waffen-SS lettonnes et estoniennes et les grenadiers de la 11e division d'infanterie repoussent des centaines d'attaques soviétiques. Le groupe d'armée de la Narva a résisté étonnamment longtemps, mais l'armée soviétique, renforcée par la libération acharnée de Leningrad, finit par se frayer un chemin. Le 20 juin 1944, j'étais âgé de 26 ans et je suis passé commandant. C'est jeune, hein? Mais la guerre fait vieillir très vite. On m'a donné le commandement du 23e régiment de grenadiers. On a dû battre en retraite. À 2 repattes, on s'est retrouvé dans une situation difficile après 3 nouvelles journées de corps à corps. On m'a proposé en septembre 1944 pour les feuilles de chêne de la croix de chevalier pour mes performances dans ces semaines difficiles, mais elle était refusée par le haut commandement. Finalement, ils ont accepté de me citer à l'ordre de l'armée le 17 octobre 1944. On m'a de nouveau admis à l'hôpital pour récupérer de ma 3e blessure, au bras et à la hanche. Du coup, j'ai pu avoir l'insigne de blessé argent, vu que j'ai au minimum 3 blessures. À l'automne, la division sur le front de Libao a été envoyée dans le secteur de la Courlande, qui deviendra une poche, encerclée par les soviétiques. En tant que commandant du 44e régiment de grenadiers, fort d'à peine 300 hommes, on a combattu dans 4 batailles et je suis passé de 40 à 58 jours de combat rapproché. Le 22 novembre 1944, j'ai reçu la plus haute distinction d'infanterie, l'insigne de combat rapproché or. Ça vous embouche un coin, hein? Y a pas grand monde qui l'a celle-là. Je n'ai pas pu la recevoir des mains de Guderian. Alors que la situation est devenue difficile en avril 1945 dans la poche de Courlande, j'ai reçu l'ordre formel de rejoindre le stage des chefs de corps de Halogozao, ce qui m'a évité la captivité par les soviétiques quelques semaines plus tard. À Halogozao, j'ai finalement reçu mon insigne de combat rapproché or, le 21 avril 1945, avant d'en être délesté par un soldat américain un mois plus tard.
J'ai été brièvement emprisonné avant d'être libéré en juin 1945 pour revenir dans ma ville natale de Neustadt. J'ai enseigné dans une école d'officiers autrichienne, puis j'ai fait une deuxième carrière dans l'enseignement primaire, pour finir directeur d'une école de pédagogie. Je suis mort le 21 novembre 1996 à l'âge de 79 ans. Je vous ai raconté mon histoire, mais je ne vous raconterai pas ma vie privée, parce que ça, cela ne vous regarde pas. Voici ce qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que ce nouveau format vous plaît, si c'est le cas n'hésitez pas à partager cette vidéo, à laisser un petit commentaire, un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je referai évidemment d'autres vidéos de ce genre si ça vous intéresse, n'hésitez pas à checker tous les liens qu'il y a dans la description de cette vidéo, parce que pour le coup je ne suis pas tout seul à avoir fait ce travail. Et donc je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo de présentation d'uniforme, de présentation de personnalité ou de présentation de répliques. Salut! Mais où sont tous mes soldats? Ah, j'en ai pas de téléphone, je n'ai pas de GSM. Oui, ça n'existe pas encore, je le sais. Ah, je les vois qui arrivent.